l'énigme des hôpitaux à cloche et la disparition de la médecine fréquentielle. Une photographie oubliée dans un dépôt municipal à Lyon datée de l'année 1807 révèle une disposition hospitalière profondément déroutante pour les historiens contemporains. Au centre géométrique exact d'une grande salle de malades se trouve suspendue une cloche de bronze massive, de la taille d'un homme adulte, soutenue par une puissante armature en fer forgé. Des câbles s'étendent depuis cette structure centrale vers les coins les plus reculés de la pièce. Cet artefact ne relevait ni de la simple décoration ni d'un dispositif d'appel usuel pour le personnel soignant. Les recherches menées auprès des spécialistes en architecture hospitalière et en histoire de la médecine se sont heurtées à un silence pesant et embarrassé. Ce document visuel et des surplus industriels oubliés pendant plus de 6 décennies constitue le premier indice d'un système médical disparu, autrefois répandu à travers le monde, mais étrangement absent des manuels officiels contemporains. La narrative dominante concernant la médecine prémoderne décrit une époque marquée par la superstition, l'ignorance et l'empirisme aveugle. Avant l'avènement de la théorie des germes et couverte des antibiotiques, les praticiens étaient censés tâtonner en pratiquant des saignées ou en prescrivant du laudanum au sein d'établissements assimilés à des mouroirs. Cependant, l'analyse rigoureuse de certains registres hospitaliers antérieurs a né son œuvre et révèle des taux de guérison et de survie remarquablement élevés. Ces données chiffrées ne concernant pas l'structure de l'époque, mais un sous-ensemble très spécifique d'établissements partageant une caractéristique architecturale commune. Toutes ces bâtisses intégraient en leur centre un dispositif élaboré de cloches suspendues. Ces succès cliniques documentés dépassaient largement les marges d'erreurs statistiques habituelles pour des pathologies précises, remettant en question la linéarité du progrès médical moderne. Les systèmes de cloches hospitalières ne doivent pas être confondus avec les carillons religieux ou les petites sonnettes de service. Il s'agissait de structures architecturales complexes directement intégrées au bâti des édifices sanitaires. Un autre en 2 lors de travaux de restauration menés sur l'hôpital Major de Milan. Les ouvriers ont découvert une caractéristique dissimulée sous des couches de plâtre. Au plafond des plus anciennes salles se trouvait une ouverture circulaire de 2 mètres de diamètre, connectée à un conduit vertical menant à une chambre supérieure. Ce conduit était tapissé d'un arrangement précis de carreaux de céramique et de plaques de cuivre. Le rapport du restaurateur Hanché évoquait une conception destinée à la transmission acoustique de fréquences harmoniques spécifiques vers les lits des patients. Malgré la singularité de cette découverte, les ouvertures ont été de nouveau scellées sans études complémentaires. Ce schéma de découverte suivi d'un enfouissement immédiat s'est répété dans plusieurs grandes métropoles mondiales au cours du siècle. En 1954, la démolition d'une aile de l'hôpital Saint-Barthélemy à Londres, au jour une chambre souterraine contenant les pièces de fixation en fer d'un mécanisme de cloche imposant, rapidement le béton. En 1961, les rénovations de l'hôpital de la Charité à Berlin ont révélé une salle de résonance aux proportions comparables à l'intérieur d'un instrument à cordes, portant des traces de rouille laissées par un objet lourd suspendu pendant des décennies. Des indices similaires ont été signalés à Manille, Sao Paulo, Le Caire ou Calcutta. Chaque fois, ces structures acoustiques exceptionnelles ont été ignorées, recouvertes de ciment frais ou classées sans suite par les autorités administratives locales. Les rares documents historiques rescapés apportent des éclairages précieux sur le fonctionnement précis de ces installations acoustiques thérapeutiques. Les journaux de travail du Dr Yves Arnay, médecin exerçant à Dresde dans les années 1870, décrivent l'administration de séances de sonnerie appliquées selon des fréquences et des intervalles strictement calibrés. Ce praticien notait des améliorations cliniques notables chez les patients souffrant de troubles respiratoires, après une exposition prolongée à des fréquences basses. Il observait également une stabilisation rapide des états de détresse physiologique aiguë. En février 1851, il consignait l'efficacité d'une nouvelle cloche réglée sur 1 quart cycle par seconde, tout en avouant son incapacité à expliquer scientifiquement le mécanisme biologique sous-jacent.
Les pages contenant ces données détaillées ont été ultérieurement arrachées ces registres personnels. L'effacement documentaire entoure la majorité des praticiens ayant expérimenté ces thérapies sonores à la fin du siècle. La Dr Cecilia Alvarado, en activité à Buenos Aires dans l'Instranding-Noisin, était reconnue pour ses succès thérapeutiques obtenus grâce aux vibrations harmoniques au sein du Sanatorio del Ángel. Cet établissement de 2 étages possédait une tour centrale conçue pour diffuser les ondes sonores dans tout le bâtiment via des colonnes résonantes intégrées au mur. Bien qu'elle ait publié un monographe intitulé La Medicina del Sonido en 1821, aucun exemplaire n'a survécu et l'édifice a été démoli. De même, les travaux du Dr Krishnamurti Swami Subramanian à Madras ou du Dr Jam Farrell Connor à Dublin ont été totalement rayés des historiographies médicales institutionnelles. L'explication officielle a bu la disparition de ces pratiques à leur appartenance supposée au vitalisme ou à des théories préscientifiques caduques. Selon ce dogme historico-médical, la découverte des micro-organismes pathogènes aurait naturellement rendu obsolètes ces approches dites superstitieuses. Toutefois, cette justification se heurte aux méthodes rigoureuses par ces médecins pionniers. Leurs écrits ne font mention ni de fluide magnétique ni de force métaphysique, mais s'appuient sur des mesures concrètes. Des plannings d'exposition et des observations empiriques conformes aux standards scientifiques de leur temps. L'absence totale de débats contradictoires ou d'essais cliniques réfutant formellement l'efficacité de la médecine fréquentielle suggère une suppression délibérée plutôt qu'un abandon ressondé sur des preuves médicales. L'architecture même des hôpitaux à cloches témoigne d'une conception entièrement dédiée à la diffusion acoustique. Contrairement aux édifices modernes organisés pour faciliter le flux tâtonnel, la logistique chirurgicale ou la gestion administrative, ces structures victoriennes adoptaient un plan radial ou concentrique articulé autour de l'instrument central. Les couloirs présentaient des courbures étudiées et les plafonds suivaient une progression graduée s'élevant vers le centre et s'abaissant vers la périphérie. Les rares acousticiens ayant analysé ces plans anciens assimilent la géométrie interne de ces hôpitaux à celle de la caisse de résonance d'un orgue de cathédrale. Le bâtiment entier constituait un instrument de soin dont la cloche formait le tueur vibrant. La disparition systématique de ces dispositifs s'est accélérée brusquement entre la fin du X siècle et les premières décennies du XVI siècle. L'argument de la récupération des métaux en période de guerre a largement servi de prétexte à cette éradication matérielle, le bronze et le cuivre constituant le matériau principal de sciences imposantes. De nombreux établissements ont été sommés de céder leur équipement aux industries d'armement lors des conflits majeurs. Pendant la guerre franco-prussienne de 1860 puis lors de la Première mondiale, les réquisitions militaires ont vidé les hôpitaux de leurs installations acoustiques. Des administrateurs médicaux de l'époque ont consigné avec stupeur la résignation étrange des autorités face à la perte irréversible de ces objets de grande valeur patrimoniale et fonctionnelle. Cette période d'extraction massive des cloches coïncide de manière troublante avec la redéfinition de nombreuses pathologies dans la littérature médicale. Des affections neurologiques, cardiaques et respiratoires, autrefois documentées comme gérables ou curables lors de séjours prolongés dans les salles résonantes, sont soudainement devenues incurables ou chroniques. La transition vers la médecine moderne ne s'est pas faite par une assimilation ou une amélioration des techniques fréquentielles existantes, mais par un amnésie conceptuelle. Les nouveaux cadres diagnostiques ont ignoré les réussites passées, établissant une rupture nette sans laisser de place aux bas théoriques ou cliniques au sein des académies scientifiques de l'époque. La synchronisation internationale de cet abandon architectural pose une question fondamentale d'organisation à l'échelle globale. La transition s'est opérée dans une fenêtre temporelle restreinte de 30 ans à travers des continents et des traditions médicales indépendantes. Que ce soit à Berlin, Buenos, Madras ou Air, le renoncement aux structures hospitalières fréquentielles s'est déroulé de façon quasi simultanée.
Si la diffusion de la théorie des germes explique la modernisation sanitaire mondiale, elle ne justifie pas l'éradication totale et sans nuance des pratiques alternatives. Habituellement, les mutations médicales s'effectuent par couches successives, les anciens remèdes coexistant longtemps avec les innovations pharmacologiques. Ici, le changement s'est avéré soudain, uniforme et d'une clarté déconcertante. Un événement majeur illustre cette volonté d'harmonisation institutionnelle, la publication du rapport Flexney en Inde sous l'égide de la Fondation Carnegie. Ce document fondamental a restructuré et standardisé l'enseignement médical en Amérique du Nord, entraînant la fermeture de dizaines d'établissements non conformes. Le rapport évaluait méticuleusement les laboratoires, la formation clinique et les équipements des écoles de médecine. Cependant, il ne mentionnait à aucun moment les théories acoustiques ou la médecine fréquentielle, ne serait-ce que pour les critiquer. Ce silence méthodique indique que la décision d'exclure la dimension vibratoire de la médecine future avait été prise au préalable dans des instances décisionnelles privées. L'émergence de l'industrie pharmaceutique au cours des années 1920 a profondément modifié le modèle économique de la santé mondiale. Une médecine fondée sur l'acoustique architecturale repose sur des investissements matériels initiaux, mais ne génère pas de consommables récurrents. Une cloche en bronze rectement coudée fonctionne indéfiniment, sans nécessité d'achat breveté ou de chaîne d'approvisionnement complexe. À l'inverse, le modèle pharmacologique naissant transformait chaque acte médical en un produit manufacturé à renouveler. Cette mutation structurelle favorisait financièrement la rentabilité des laboratoires au détriment des thérapies non propriétaires. Les incitations économiques ont ainsi encouragé l'oubli progressif des savoirs fréquentiels au profit de solutions médicamenteuses commercialisables. Certains bâtiments ayant abrité ces installations particulières subsistent encore aujourd'hui, reconvertis en immeubles résidentiels ou administratifs. Prague, un édifice conservé presse des couloirs incurvés, des hauteurs de plafond variables et des renfoncements muraux, aux propriétés acoustiques inhabituelles. Au centre de sa cour intérieure se trouve un imposant anneau, en fer scellé dans la piède en colonnes structurelles. Cet ancrage, dépourvu de fonction logique dans un cadre d'habitation, correspond parfaitement aux suspensions métalliques utilisées pour supporter les cloches hospitalières d'autrefois. La résonance particulière des lieux témoigne de leur destination initiale en tant qu'instrument de guérison architecturaux. L'analyse globale de cette mutation médicale révèle un faisceau de ruptures documentaires et matérielles difficilement imputables au seul hasard bureaucratique. La disparition simultanée de restes cliniques, le scellement des conduits acoustiques et l'effacement des noms de praticiens réputés composent un tableau d'ensemble cohérent. L'histoire officielle de la médecine s'est construite sur une mission systématique, masquant une discipline qui associait physique acoustique, architecture et soins des patients. Les vestiges physiques disséminés dans plusieurs villes mondiales demeurent les derniers témoins d'une science vibratoire oubliée. La rapidité avec laquelle une tradition médicale d'ampleur internationale a été balayée soulève des interrogations fondamentales sur la gestion des savoirs humains. En l'espace d'une seule génération, les instruments ont été fondus, les praticiens écartés et les théories occultées des programmes universitaires. L'édification du système de santé contemporain s'est accomplie en effaçant thénatives passées, garantissant qu'aucune comparaison critique ne puisse être établie par les générations futures. L'image de la cloche de Lyon conservée dans un carton de surplus industriel résume à elle seule ce processus d'archivage sélectif destiné à étouffer les questions embarrassantes. La question centrale ne réside plus dans les modalités organisationnelles de cette disparition, qu'elle soit le fruit d'une conspiration délibérée ou d'une évolution économique structurelle. Il convient plutôt de s'interroger sur la nature exacte des connaissances détenues par ces praticiens du son et sur leur efficacité réelle. Au-dessus des édifices encore debout, à travers la géométrie de leurs voûtes et la présence discrète de leurs anneaux de suspension, subsiste peut-être l'empreinte matérielle d'un savoir médical endormi,
attendant d'être réévalué à la lumière des connaissances acoustiques modernes. Dismistri comme tout en an, Buter Trutz ar sti wetin, ilik en subscript de code d'un Whitman de next vidéo.